Merci de votre fidélité à l'ORTB. L'émission, c'est bien sûr 5 sur 7 matin. Nous sommes aujourd'hui jeudi. C'est le 4e matin de la semaine. Nous avons un énorme plaisir, un énorme bonheur ce matin d'être entouré rien que de femmes. Et puis, vous le savez bien sûr, c'est le sujet qui l'impose et qui nous impose justement d'aller les trouver. Allez, tenez, elles sont des centaines de millions à travers le monde. Elles sont victimes de nombreuses inégalités, mais en même temps de discrimination. Pourtant, tous les rapports institutionnels indiquent qu'investir dans le potentiel des filles constitue un levier d'émancipation qui permettrait le développement de toute la communauté, le développement de tout le pays. Ce 11 octobre sonne une 6e fois de plus la mobilisation pour que nos filles aient le droit de devenir demain des femmes bien plus libres, des femmes plus émancipées. Et pour faire le débat, elles sont 4 autour de cette table. Absolument, 4 dames que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Madame Adeline Eliel, vous êtes vice-présidente de l'association Marie, mère de la foi audacieuse, c'est bien cela. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Merci d'accepter notre invitation. Juste à côté de vous, madame Pauline Setondi, vous êtes de l'ONG Plan International Bénin. Bonjour. Bonjour monsieur. Et puis en face, maître Priska Ogoubi, vous êtes avocate. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Juste à vos côtés, une jeune fille, Fidèle Kossou, vous êtes réalisatrice. Bonjour Fidèle. Bonjour monsieur. Merci à toutes d'avoir accepté notre invitation. Allez, on va commencer par vous, Pauline Setondi, qui venait de Plan International Bénin. On se rappelle tout le combat qu'a été celui de Plan afin qu'on obtienne cette journée des filles. Pourquoi une journée en faveur des filles? Ça sert à quoi? Merci beaucoup. Une journée internationale pour les filles, pourquoi? Vous venez de dire dans votre introduction tout à l'heure qu'il y a beaucoup de thèses, beaucoup de lois qui ont été prises en faveur des filles ou bien en faveur de la femme, mais il se fait que les statistiques montrent que les choses n'évoluent pas en tant que telles. Et du fait, on a besoin de faire une journée, de prendre une journée pour attirer l'attention de tout le monde, des dirigeants, des gouvernements, de la société civile, sur la situation des filles sur le plan international en ce qui concerne l'éducation, la santé, l'accès au secteur économique, l'accès aux arènes de prise de décision, que ça soit politique, administrative ou technique. On a besoin de focaliser l'attention de tout le monde autour de ces points-là pour voir quelle est la situation des filles aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation des filles. Et donc voilà ce qui justifie notamment la journée internationale de la fille, pour le focus sur la situation et pour chercher les résolutions pour améliorer cette situation de la fille. Vous parlez de situation de la fille. Comment est-ce que ça se présente aujourd'hui au Bénin? Est-ce que la fille béninoise se porte bien? La fille béninoise se porte-t-elle bien? Nous allons voir à travers, nous savons aujourd'hui, tout le monde s'accorde à ce que l'éducation, c'est plus ou moins équitable en ce qui concerne l'école primaire, par exemple, si nous prenons l'école primaire. Mais si nous évoluons dans le système scolaire, on constate que les filles deviennent de plus en plus rares. Et les statistiques en matière de l'évolution des filles dans le système éducatif nous révèlent que si nous prenons 100 habitants au Bénin, il y a 1700 garçons qui sont dans l'école, dans l'enseignement supérieur, contre 630 filles qui y sont. Ce qui fait un écart de plus de 50%. Et ça, voilà comment les fossés se créent quand nous évoluons dans le système éducatif. Sur le plan sanitaire, on constate aujourd'hui que l'une des causes principales de décès des jeunes filles de 14 à 17 ans, ce sont les risques liés aux grossesses précoces. Et si nous allons au niveau de l'environnement socio-économique,
Et je n'ai pas des chiffres, mais tout porte à croire que ce sont là aussi les filles ne sont pas les mieux loties, les mieux loties. En dehors de ça, nous avons le fait que ces filles-là sont souvent victimes de toute forme de violence verbale, physique, sexuelle, des harcèlements. Ce sont là le lot quotidien de nos filles dans nos villes, dans les campagnes. Ici, aujourd'hui, Plan est en train de vulgariser son rapport annuel sur la situation des filles qui a été thématisé sur la situation des filles au niveau en milieu urbain. Et ce que nous constatons, c'est le cri des filles qui disent « nous avions peur » au niveau des villes. Donc voilà un peu quelle est la situation. Peut-être devrions-nous poser la question à la jeune fille sur le plateau. On a peut-être mal fait. Peint par Madame Pauline, vous estimez qu'il est réel? Oui, le tableau est réel et je pense que c'est le quotidien de plusieurs filles. Et elle a parlé des violences verbales, elle a parlé de toutes sortes de violences, donc dans la rue, à l'école, au boulot. Donc c'est notre quotidien en fait. Et il faudrait pouvoir arriver à surmonter ça. Mais comment la jeune fille vit-elle ce quotidien, cette situation? Ça dépend de chaque fille. Déjà, je trouve que lorsqu'on est préparé à ça, lorsqu'on sait que c'est quelque chose qui arrive tout le temps, on essaye de mettre des garde-fous autour de soi. La jeune fille, par exemple, qui a des violences, qui subit le harcèlement à l'école, si dans sa tête, elle se dit, je connais mon objectif et quoi qu'il arrive, je dois finir mes études, elle va pouvoir gérer. S'il faudrait que ce soit avec les parents à la maison, et là, il faudrait parler d'une question de communication entre les filles et leurs parents, et si c'est avec les autorités de l'établissement et au niveau des autorités étatiques peut-être, parce que nous savons déjà, Madame a parlé des actions de Plan Bénin, qu'elle puisse en fait mettre ces garde-fous là autour d'elle, et qu'elle mène les actions qu'il faut pour pouvoir s'en sortir. Sinon, quoi qu'il arrive, c'est là, c'est présent. Donc, il revient à chaque personne de savoir ce qu'elle veut réellement et comment faire pour atteindre ses objectifs. Ouais. Alors, Maître Priska Ogoubi, vous êtes avocate, membre de l'association des femmes avocates du Bénin. Vous avez fait des travaux colossaux en ce qui concerne tout ce que les femmes et les filles, surtout, elles vivent en matière de harcèlement. Comment est-ce que la situation se présente? Comment sont-elles, quand elles vont vers vous, souvent, lors des plaintes, elles se plaignent de quoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il faut dire déjà d'entrée que la jeune fille, c'est cette personne de sexe féminin non mariée. C'est ça la jeune fille, qui forcément et certainement conduira vers la femme, une personne de sexe féminin mariée. Et vous m'envoyez directement vers mon association et c'est effectivement dans ce cadre que j'ai eu beaucoup plus d'expérience et de cas dont je peux en parler. Relativement aux violences, aux harcèlements et autres, il faut d'entrée dire qu'au Bénin, ce qui manque, ce n'est pas les tests. L'arsenal juridique est là présent. Ce n'est pas les tests qui manquent au Bénin. Qu'est-ce qui manque? Comme l'a dit l'autre, nous n'avons pas un problème de tests, nous avons un problème de tête. Au niveau des associations, quand les filles viennent, il faut déjà louer l'initiative. Il faut déjà louer le fait que, de par les ONG, les filles ont commencé par sortir de leur gond. Ce n'était pas gagné d'avance. Ça a été une lutte, et je remercie au passage Plan Bénin, ce n'était pas gagné d'avance. Vous allez vers une fille pour lui demander ce qu'elle vit, mais elle n'a pas la volonté de vous en parler, créant simplement le milieu dans lequel elle vit. Simplement ça. Et donc, par rapport aux plaintes, nous avons l'habitude de dire aux parents, puisque c'est rare, je vous dis, c'est vraiment rare qu'une fille, objet ou victime d'une quelque violence, se porte elle-même vers vous. Je vous assure, c'est rare. La dénonciation est difficile. C'est très difficile. Il faut les parents ou le voisinage pour porter l'information. Ce qui vous amène maintenant à faire appel à cette fille. Et donc, par rapport au voisinage, il y a déjà la peur pour la fille de se faire coller une étiquette. Qu'on dise, voilà celle-là qui a fait objet de telle violence. C'est ça la réticence. Mais par rapport aux parents, les parents qui ont le courage
ou après avoir entendu les faits, ou après que les enfants se sont confiés, parce qu'il y a des enfants qui se confient à leurs parents. Il y a ces parents qui se portent vers nous, qui posent le problème, et nous nous engageons du côté juridique et judiciaire, nous nous engageons les démarches. Contrairement à ce que Plan Bénin a comme tableau, moi je peux, avec un peu de courage, dire ça a évolué. Ça a évolué. Quand on prend 2, 3, 4 ans en arrière, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus libre, c'est beaucoup plus simple. Et les acteurs judiciaires, j'avoue, font un travail énorme. Ils accompagnent. Et on est un peu sûr de ce que, lorsque ces cas se présenteront en juridiction, on a la chance que la sanction est tout de suite et efficace. J'avoue que enfin, on va revenir tout à l'heure aux sanctions, parce qu'il est très important de les repréciser afin que chacun sache à quoi il peut s'exposer lorsqu'il en vient à violer les droits des enfants et surtout des jeunes filles. Alors, Madame Adeline Eliel, vous êtes d'une communauté, une association particulière, et depuis 2 ans, vous avez décidé de travailler surtout à la promotion de la jeune fille, mais à travers ce que vous avez appelé la conscientisation de la fille elle-même. Comment cela se fait? Alors, nous avons démarré une activité pour répondre d'abord à l'appel de la communauté internationale qui a lancé donc cette journée internationale depuis le 19 décembre 2011 qui vise à mettre en lumière les difficultés que vivent les femmes, les jeunes filles principalement. Alors donc c'est dans ce cadre que nous avons lancé donc notre initiative que nous dénommons Talita Kumi, qui veut dire jeune fille, lève-toi. Lève-toi de ton sommeil, lève-toi et prends tes responsabilités parce que l'avenir est dans ta main. La jeune fille, c'est la mère de demain, c'est l'épouse de demain, c'est la femme de demain, c'est elle qui tient l'humanité dans ses mains. Et aujourd'hui, nous avons besoin de les aider d'abord à comprendre toutes ces lois qui ont été votées pour les protéger contre les abus, toutes formes d'abus, et aussi les écouter, parce que les filles aujourd'hui ont besoin d'une certaine mise en confiance, elles ont besoin d'être accompagnées, d'être écoutées, d'être guidées, ce que beaucoup de parents malheureusement ne font plus aujourd'hui. Et quand nous intervenons dans certaines universités, dans certains collèges, et nous constatons malheureusement que les filles vivent des situations terribles, c'est-à-dire elles vivent des choses qu'elles n'arrivent pas à exprimer parce qu'elles ne trouvent pas justement la personne avec qui elles vont discuter. Alors donc aujourd'hui nous faisons ce travail dans notre association, nous les accompagnons, nous les écoutons et sur 2 années nous avons quand même pu estimer le nombre à 2000 filles que nous avons écoutées et nous avons dégagé des situations dramatiques que nous 2000 filles sur 2 années d'activité. Elles viennent de quel milieu? C'est toujours des milieux urbains ou bien c'est un mélange? C'est un mélange, mais principalement nous mettons l'accent sur les collèges, les jeunes filles qui vont au collège. Et qu'est-ce qu'elles vivent quand vous les écoutez? Ce qu'elles vivent quand nous les écoutons, le premier problème fondamental, c'est le harcèlement sexuel et le viol. Et malheureusement, ce que nous notons, c'est que le harceleur n'est pas si loin d'elle. Le harceleur vit dans la maison de la victime. Et parfois, c'est un ascendant direct. J'ai reçu une fille qui a longtemps vécu dans une crise d'épilepsie. Les médecins ont traité, mais ça n'a jamais marché. Mais cette fille, du fait que nous l'avons pris en charge sur le plan spirituel, parce que notre association, c'est d'abord l'éveil de la conscience par l'évangélisation, parce que nous estimons que l'être humain est d'abord un être spirituel. Vous parlez de Marie, mère de la foi audacieuse. Voilà, donc l'être humain est spirituel, donc tout part du spirituel. Alors, dans cette fille, nous l'avons accompagnée par des temps de prière, et c'est après de longtemps qu'elle a pu se confier à nous en disant qu'elle est violée constamment par son père. Et c'est quand elle pense à ce temps qu'elle vit avec son père qu'elle fait des crises épileptiques. Il y a des choses comme ça qui se passent. Pas plus tard qu'hier, une dame est venue me voir toute tremblante avec sa fille de 7 ans pour me confier que sa petite sœur de 3 ans a subi des agressions. Mais je dis comment? Elle dit que la petite fille de 3 ans lui a confié que sa grande sœur lui fait des attouchements. Donc j'ai dû appeler la grande sœur avec toutes les techniques qu'il faut pour lui parler. Donc elle m'a confié que
c'est un jeune homme de leur famille qui lui a appris à faire ça et qui lui faisait ça à elle-même, une fille de 7 ans. Et comme elle ne vit plus avec ce jeune homme aujourd'hui, elle s'habitue à faire la même chose avec sa petite soeur de 3 ans. Alors voilà autant de situations que nous vivons aujourd'hui et qui nous appellent vraiment à prendre conscience et à nous réveiller, à arrêter de faire des discours et à vraiment aller aux côtés de ces filles et de les accompagner. Oui. Alors, Maître Goubi, vous avez suivi un peu ce témoignage rapporté par Adeline Eliel, le harcèlement sexuel et puis le harceleur, c'est directement l'ascendant. Oui. Comment ça se gère quand ça arrive? Lorsque le violeur, c'est l'ascendant direct, c'est d'abord un crime. Le viol en lui-même est déjà un crime. Et lorsqu'on se rend compte que c'est l'ascendant, cette personne qui a autorité sur la victime qui a commis l'infraction, je ne dirais pas la peine est doublée. Et en matière criminelle, le minimum qu'on puisse avoir, c'est 10 années. Et après, si on se rend compte que c'est un parent direct qui a une autorité sur l'enfant qui est auteur de l'infraction, la peine peut aller à 20 ans ou à la réclusion criminelle. Et donc, par rapport à Madame Eliel, je voudrais glisser tout de suite sur les canaux, les moyens dont disposent les enfants ou les filles pour se faire entendre. Lorsque dans un milieu, il y a une situation, j'avoue, le travail fait par les ONG ne sont pas négligés. Mais au-delà des ONG, l'élu local qui est dans la zone doit être informé d'une situation pareille. Et l'élu local directement le répercute sur le commissariat qui est dans la zone. Du commissariat, on doit se retrouver au parquet, au niveau du procureur de la République. Du procureur de la République, c'est une audience. Et c'est là la sanction doit tomber. Et quand la sanction tombe, ce que nous, on s'évertue à faire, il faudrait que ces sanctions commencent par être divulguées, puisque c'est l'ignorance parfois de la sanction qui fait que le mal perdure. Nous, on aurait souhaité, puisque lorsqu'il y a une décision qui est rendue par une juridiction, où les voies de recours sont épuisées, la décision acquiert la force de chose jugée. Et à partir de là, c'est une vérité judiciaire. Donc on peut, dans je ne sais pas, on peut créer un cadre, je ne dirais pas de publication, mais de vulgarisation de ces décisions de justice-là, pour faire comprendre que, tiens, lorsque vous vous retrouvez dans ce schéma-là, voilà ce qui peut vous attendre. Donc, c'est un appel que je lance. Mon association y travaille déjà, mais je pense que d'autres associations également peuvent ensemble nous aider à faire le travail, puisque ce n'est pas facile à faire, vu que au niveau de notre justice, nous n'avons pas encore tout cet arsenal, c'est-à-dire la technologie nécessaire pour répertorier systématiquement toutes les décisions de justice. Mais je pense que ça a déjà commencé et ça se fera. Voilà. Madame Pauline, je dirais dans cette activité, dans cette sensibilisation que vous faites à l'endroit notamment des jeunes filles et même de leurs parents, est-ce qu'il vous est arrivé de tomber sur des cas où les gens sont réfractaires en fait à cela? Réfractaires par rapport à la situation, au cas précis dont nous parlons, de ces harcèlements que vivent en réalité ces jeunes filles? Bon, est-ce qu'on va parler de personnes réfractaires? Je ne pense pas. Mais tout le monde est conscient du fait qu'il y a dans la cité quelque chose qui ne tourne pas rond. Et donc, il faut quand même agir. Et donc, en termes de réfractaires, ce à quoi on est souvent confronté, c'est des questions d'intervention. C'est des questions culturelles où on veut protéger coûte que coûte la mise en cause. Hein, et c'est des choses comme ça, on est souvent confronté à ces situations-là où quand vous continuez, tout le monde connaît tout le monde. La personne victime même qui dit non, je ne veux plus continuer, nous allons voir comment arranger ça. Mais qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Qu'est-ce que vous faites dans ces cas? On a des limites aussi. Donc, nous continuons à pousser les voies légales pour voir dans quelle mesure on peut quand même aller au bout de la juridiction
pour que la personne en cause puisse subir les règles, les tests en vigueur. Et est-ce qu'il y a des cas que vous avez suivis jusqu'au bout? Oui, il y a des cas. Bon, ce que nous faisons de plus en plus, puisque nous sommes une institution internationale, nous accompagnons le gouvernement. Et donc, quand les cas là, nous avions de ces cas là, c'est confié directement aux centres sociaux qui prennent notre relève et qui continuent et vont jusqu'à la fin du processus. Oui. Alors, s'il n'y a pas eu entre-temps des interventions. Des interventions à n'en pas finir comme on le ressent souvent au Bénin. Lorsque on en arrive à démarrer une procédure et que finalement c'est la victime même qui dit je retire ma plainte, comment on se sent quand on est avocate et puis surtout imbu de ces questions de promotion et de défense des droits humains? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais, avant de venir à votre question, vous faire part d'une situation que j'ai vécue personnellement. En fait, c'était un cas d'avortement. Et l'auteur de la grossesse, il s'est fait que c'était le mari de la mère de l'enfant. Oui. Le mari de la mère de l'enfant. Voilà. C'est-à-dire le père adoptif, enfin, comme on le dit actuellement, oui, de la fille. Qui l'a enceinté, qui ensemble avec un autre frère sont allés avorter la fille. Ça, c'est compliqué. C'est la mère qui a porté plainte. La mère de la fille, l'épouse de l'auteur de l'infraction, qui a porté plainte. Mais voici une situation qui arrive au parquet, devant le procureur. Le procureur décide de mettre en détention provisoire le frère qui l'a aidé et le prévenu, enfin le mis en cause. Ouais. Voilà cette mère qui se jette à terre, qui commence par pleurer dans tous les sens. Je ne me retrouvais pas. Il dit, madame, vous avez quelle preuve? Elle dit non, son mari ne peut pas aller en détention. Je tombais des nues. J'étais là comme conseil de la petite fille. Elle avait 15 ans. Je tombais des nues. J'ai dit, mais monsieur le procureur, vous n'avez pas autre solution. Poursuivez cette dame en tant que complice. Foutez-les tous en détention. Oui, parce que je ne conçois pas que ta fille soit dans cette situation et que c'est toi qui fait obstruction à la sanction. C'est toi qui penses qu'il n'y a pas lieu à sanctionner. Mais c'est elle qui a porté plainte, maître. C'est elle qui a porté plainte. Oui. Mais celui qui a porté plainte, dans nous, notre jargon, tu peux porter plainte et devant le parquet te retrouver dans la situation de mise en cause. Ah bon? Puisque ce n'est pas l'individu qui est déféré devant le procureur, mais c'est les faits. Si lors de l'instruction des faits, on se rend compte que celui-là, même qui a porté plainte, en a pour quelque chose, on le retourne dans l'autre position. Et c'est ce qui a failli arriver à cette dame. Moi, j'ai demandé expressément au procureur, vous pouvez placer également cette dame-là, parce qu'elle est potentiellement le complice de son mari. Ça veut dire qu'à un moment donné, elle a eu une information. Ne pouvant pas supporter les cris et les dénonciations du voisinage, en fait, j'ai compris qu'elle a porté plainte contre son gré. Elle a porté plainte parce que l'affaire courait un peu trop dans le quartier. Il fallait qu'on agisse pour qu'on ne dise pas qu'elle est inconsciente, qu'elle est une mère irresponsable. Elle a porté plainte. Mais devant l'autorité, voilà, elle se jette à terre et dit non, elle ne veut pas. Et j'aborde en même temps votre question. Ce n'est pas parce que je suis plaignant qu'arriver devant le procureur, je ne peux pas le retrouver en détention. Non. Vous portez plainte, mais dès que vous arrivez devant le procureur, vous n'êtes plus responsable, vous n'êtes plus propriétaire de cette plainte-là. Le procureur se saisit, puisque même sans plainte, si le procureur a l'information, s'il y a une dénonciation au niveau du procureur, il peut se saisir et convoquer toute personne qu'il a envie de convoquer pour la manifestation de la vérité. Et donc, du coup, vous pouvez vous retrouver en détention. Donc, ce n'est pas une plainte, on vient au parquet, on se désiste de sa plainte et autres. Non, en matière il y a certaines infractions qui n'admettent pas que des désistements puissent être un frein ou bien puissent clôturer la poursuite de la sanction. D'accord. Voilà. Alors, Fidèle, est-ce que tout ceci vous rassure dans votre position de jeune fille? Je pense que c'est déjà bien lorsqu'on sait qu'il y a des solutions à nos problèmes et lorsqu'on sait de qui il s'agit, qui peut nous aider et lorsqu'on sait comment cela peut aboutir. Je pense que c'est déjà une grande avancée et c'est quelque chose qui nous rassure déjà. Maintenant, il reste que les filles puissent faire le pas. Et c'est là le véritable problème, parce qu'elles ont parfois honte
il y a comme, je dirais, ce sentiment qui parfois les anime de pouvoir ce qui fait que les filles ne vont pas toujours. Maintenant, il faudrait quel est le cadre. Si par exemple au début de l'année scolaire, on peut expliquer aux filles au collège, écoutez, c'est possible que vous soyez victime de harcèlement par exemple, et voici ce que vous devez faire dans ce cas. Je pense que ce serait bien, ça va pouvoir aider beaucoup de filles. D'accord. Alors, Pauline, s'est-on dit, le thème aujourd'hui, c'est avec elle, encourager l'instruction et la qualification professionnelle des filles. Que faut-il véritablement y comprendre? La qualification professionnelle des filles. Que faut-il vraiment y comprendre? Moi, j'ai partagé tout à l'heure avec vous comment les choses évoluent au niveau de l'éducation qui prépare à la vie professionnelle en réalité. Et nous avions vu qu'il y a des problèmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est de donner à la fille et comme aux garçons les mêmes chances. Parce que les filles ont autant de potentialités que les garçons. Et donc, il ne faudrait pas que, par nos comportements, par le fait qu'il y ait des harcèlements, par le fait qu'il y ait des grossesses précoces, par le fait qu'il y ait les mariages précoces, les filles se retirent de ce chemin-là qui, normalement, doivent les préparer à devenir, à mener une vie professionnelle de plus ou moins épanouie à la longue. Et les études ont montré que plus longtemps les filles sont à l'école, une année de plus passée au niveau de l'éducation permet à la fille d'améliorer son revenu de 10 à 20%. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. L'importance de la vie, de la préparation de la fille à la vie professionnelle. Ce n'est pas seulement l'éducation formelle, il y a aussi les centres d'apprentissage où nous avions beaucoup plus de nos jeunes filles. Et donc, nous devrions penser à la qualification de ces filles-là, à l'amélioration de l'apprentissage pour que, à travers ce chemin aussi, ces jeunes filles puissent être des personnes épanouies demain. Et donc, moi, je vois que c'est ce que nous devrions comprendre et investir davantage dans l'éducation des filles et amener toute la communauté, les hommes, les garçons, à travailler ensemble avec les filles pour que ces choses-là qui constituent des obstacles à la préparation de ces filles à la vie professionnelle soient amenuisées ou bien réduites ou bien complètement disparaissent. Et donc voilà ce que je pourrais partager par rapport à la question. Mais je vais profiter pour partager avec vous un élément du rapport et c'est quelque chose d'une fille qui a dit pour nous, il n'y a rien de nouveau dans le rapport parce que le rapport a fait le point de la situation des filles dans les villes. Le résultat le plus important n'est pas pour nous, mais pour que le monde puisse voir à quel point nous ne nous sentons pas en sécurité. C'est la jeune fille qui parle. On nous harcèle, on nous touche, on nous fait tout subir. Et ça, ce sont ces éléments-là qu'il faut prendre en compte dans la préparation de la fille à la vie professionnelle. Alors, Adeline Eliel, vous êtes responsable dans un creuset purement à caractère religieux. Et par rapport à ce thème, est-ce qu'il vous est arrivé, outre le côté religieux dans lequel vous militez si bien, est-ce qu'il vous est arrivé de conduire et d'orienter ces jeunes filles-là, ces cas que vous recevez vers, je dirais, un monde professionnel? Oui, nous le faisons par nos activités. Mais je voudrais encore revenir sur le problème de fond, parce que quand on parle de vie professionnelle, personne ne peut être performant si elle a des problèmes à l'intérieur d'elle. J'ai reçu une fille qui m'a dit qu'elle prend ses cahiers, qu'elle voit des vampires. Je dis, mais d'où viennent les vampires? Elle dit, mais c'est tonton qui me fait voir les vampires. Comment? Je dis, mais tonton te fait voir les vampires comment? Elle dit, tonton vit avec nous à la maison. Et tonton, chaque soir, me viole. C'est-à-dire, quand les parents ne sont pas là, il me bouscule. Et après, il me fait voir un film de vampires et il me dit que si j'ouvre la bouche et que je parle, il va faire arriver ces vampires-là chez moi. Alors donc, du coup, elle subit la double peine. Elle est non seulement violée, mais on lui impose le silence. Voilà donc tant de choses que nous vivons. Donc nous parlons aujourd'hui d'encourager l'instruction et la qualification professionnelle, mais il faut repartir à la base du problème et que les institutions en charge de ces filles fassent des activités
dans les collèges, dans les universités, pour aider ces filles-là à se prendre en charge, à se libérer, à être guéries intérieurement, afin maintenant de pouvoir faire ce que Dieu les appelle à faire. Alors, on parle aujourd'hui beaucoup des filles et des femmes. Quelle doit être la partition des garçons et des hommes? Faut-il les mettre de côté et s'occuper des filles? Que faut-il faire, Maître Priska Ogoubi? Oui, monsieur le journaliste, on ne peut pas faire le bonheur des femmes, des filles, sans les hommes ou les garçons. Je vais partir d'un petit exemple. Un jour, je quittais chez moi. Je devais aller au cabinet avant d'aller à l'audience. J'ai quitté la maison autour de 6h30. Quand j'ai quitté, j'ai rencontré une première personne, un petit garçon, qui avait quoi, 7 heures. À peine je l'ai laissé, j'ai croisé une fille devant. J'ai vu la fille, tout de suite l'idée qui m'est arrivée, c'est que, enfin, j'avais eu un dossier par le passé où la fille, alors qu'elle est sortie de la maison pour aller au quoi, 7 heures, arrivée à un carrefour, elle a été violée par 5 hommes. C'est pas vrai. Je vous dis, sur le chemin de l'école. Sur le chemin de l'école. La scène s'est passée entre 6h30 et 7h. Et quand j'ai laissé le petit garçon, j'ai croisé la fille, je me suis dit, voilà. Voilà le petit garçon qui est tout à l'aise en allant à l'école. Il n'a pas de souci. Pour lui, c'est d'être à l'heure à l'école. Mais la jeune fille n'a pas le fait qu'elle ait le souci d'être à l'heure à l'école. Elle doit être en train de jeter le regard un peu partout. Ouais. C'est quand même... C'est frustrant, c'est énervant parfois. J'ai dû ralentir mon véhicule. J'ai voulu prendre la petite fille, j'ai dit non. J'ai attendu que le garçon me rejoigne. J'ai dit au petit garçon, et si ensemble vous faisiez chemin? Parce que quand c'est 2, c'est 3, c'est plus compliqué pour le violeur, c'est plus compliqué pour le mis en cause de passer à son acte. Et donc je me suis dit, on ne peut pas parler des filles tout le temps et occulter les garçons. Il faudrait, au même moment où on est en train de dire à la fille, voilà ce qu'il te faut pour ta sécurité, il faut associer le garçon. Puisque tout naturellement, la fille est d'une certaine vulnérabilité. Ouais. Et d'une certaine fragilité. Ça, c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Et parfois, je me dis, mais Dieu, pourquoi il l'a fait ainsi? Non, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est pour qu'on soit vos complémentaires. C'est tout simplement cela. C'est tout simplement cela. Allez, on va faire le dernier tour de table. Aujourd'hui, on commence par Fidèle. Quels sont les gros besoins aujourd'hui? Si on doit vous demander quelque chose aujourd'hui, que voulez-vous qu'on change aujourd'hui? J'aimerais déjà qu'on permette au maximum de filles d'apprendre quelque chose, que ce soit un métier ou d'aller à l'école d'étudier, et qu'on facilite l'accès à l'emploi aux filles, parce qu'il y a plusieurs jeunes, selon un rapport de l'ONU, un cas de jeunes qui se retrouvent sans emploi, dont la plupart sont des filles. Donc on facilite l'accès à l'emploi et que les parents puissent également s'occuper de leurs filles. Prendre du temps, ça j'insiste vraiment dessus, parce qu'au niveau de la famille, lorsque c'est bon, ça rassure plus la fille, parce qu'elle passe très souvent plus de temps avec sa famille. Donc lorsqu'elle a une certaine confiance... Donc vous avez besoin de plus d'attention en fait. Oui. Lorsque la fille se sent en sécurité au niveau de sa famille, c'est beaucoup plus facile lorsqu'elle se retrouve en société. C'est ce que moi j'ai vécu et je trouve que ça m'a beaucoup aidé à avancer, à faire un pas de plus dans la vie. Donc voilà quelques besoins, je trouve, de la fille aujourd'hui. Merci beaucoup, Fidèle, d'être venue sur le plateau. Pauline, c'est ton Pauline. Oui, je vais simplement dire un truc de notre rapport qui dit ma ville imaginaire serait une ville de qualité. Mais ce n'est pas le cas dans ma ville actuelle. Et donc, nous devrions travailler à rendre les villes sûres pour nos filles. Et chacun doit faire cet effort à son propre niveau, c'est cela. Adéline? Moi, je voudrais que dans l'éducation, qu'on essaie d'insérer des thèmes qui vont aider ces filles-là à comprendre ce qu'il faut pour être femme. Vous savez, moi, à l'école, j'étais très brillante en mathématiques, mais j'ai compris que les mathématiques ne m'ont pas aidé à être une bonne épouse, ni une bonne mère. Donc, il y a des réalités que nous vivons après le bac. Donc, l'école est censée nous apprendre tout ça. Donc il faut en fait intégrer cela au système éducatif. Forcément, il faut intégrer ça au système éducatif.
Et je veux dire aux parents d'arrêter les agressions verbales, parce qu'on a parlé des agressions physiques, mais il y a les agressions verbales. Une parole que vous prononcez, c'est une semence dans la vie de quelqu'un et ça porte la moisson. Je ne conçois pas qu'un parent puisse maudire sa fille, lui dire que tu n'es bon à rien, tu es incapable. C'est des petits mots, mais qui ont des influences négatives sur la vie des enfants. Et je voudrais enfin maintenant m'adresser aux autorités pour qu'elles puissent accompagner ces gens d'associations qui travaillent donc à l'épanouissement de l'être humain. Merci beaucoup. Adeline, un mot pour boucler, Prisca? Oui, avant de boucler, je voudrais juste vous rappeler, rappeler à l'attention de tous l'article 15 de la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Cet article dit expressément que le témoignage de la victime seul suffit à convaincre, à soutenir l'intime conviction du juge. Donc, je voudrais inviter les parents, lorsque les enfants sont victimes de violences, je voudrais les conjurer de ne pas, entre le temps de la dénonciation et le temps de la sanction, de ne pas rabâcher les oreilles des enfants avec n'importe quel propos, au point où quand les enfants se présentent, elles sont confuses, elles ne savent plus quoi dire, alors qu'on a besoin d'entendre l'enfant pour savoir ce qui s'est passé. Donc, que les parents se rassurent juste parce qu'ils constatent que l'infraction est là, qu'ils laissent les enfants tranquillement. À vouloir trop parler, ça complique la situation. Mais pour finir, je voudrais juste inviter les uns et les autres à beaucoup plus d'attention. L'attention vers la fille n'est pas synonyme de traitement privilégié. Non. L'attention vers la fille, c'est simplement parce que la fille se retrouve dans un environnement où les pesanteurs socioculturelles font d'elle une personne pas entièrement à part, mais à part entière. À part entière. Et donc que les autorités, y compris les hommes, puissent aider les femmes à se retrouver et ce sera justice pour tout un chacun de nous. Maître Goubi, merci beaucoup. On va terminer avec ces propos du secrétaire général de l'ONU à l'occasion de cette journée. Il demande que tout le monde s'engage de nouveau à aider chaque fille à développer ses compétences, à entrer dans le monde du travail sur un pied d'égalité et à exploiter tout son potentiel. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Merci à vous toutes d'être venues sur le plateau. Ce fut un plaisir de se voir accompagné comme ça de belles femmes. Ça, c'est vrai, merci. Ça n'arrive pas souvent. Allez, on marque une courte pause et on vous retrouve pour la suite de 5 sur 7 matin. À tout de suite.